Proponemos al gobierno de los Estados Unidos. I've come here to Cairo to seek a new beginning. قررت الدولة الإسلامية l'État islamique. La France est attendue pour éviter une catastrophe. Il n'y a pas que la dictature, le chaos, la violence. Il y a la liberté, la démocratie, le vivre ensemble, la paix. Bienvenue à l'écoute d'une semaine dans le monde, l'actualité internationale, chaque dimanche de l'été, en direct. Analyse, chronique, portrait, nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Et au programme de ce dimanche 31 juillet, nous reviendrons d'abord sur cette théorie qui ressurgit dans le débat à la faveur des attaques terroristes, celle du choc des civilisations, autrement dit l'idée que les conflits porteraient désormais sur les différences culturelles et religieuses, théorisée dans les années 90 par Samuel Huntington et depuis vivement critiquée. Cette vision du monde s'est tout de même imposée dans le débat. Nous essaierons de comprendre pourquoi avec la politologue Delphine Alès, l'historien Justin Weiss et le spécialiste du Moyen-Orient Georges Corme. Alors le mois de juillet 2016 aura été particulièrement éprouvant en France avec les attentats de Nice et de Saint-Étienne-du-Rouvray. De même en Allemagne, touchée par plusieurs attaques, sans oublier Kaboul et Bagdad la semaine dernière où les attentats suicides ont également fait de nombreuses victimes. Et on le voit depuis une semaine, les appels se multiplient à ne pas tomber dans le piège tendu par les terroristes. Des intellectuels au pape François, en passant par les imams de quartier, c'est la même mise en garde contre la vengeance aveugle, la haine de l'autre et en fin de compte la guerre civile, car cela semble être l'objectif de l'État islamique, imposer l'idée que la guerre se joue désormais entre l'islam et l'Occident chrétien, une vision du monde qui fait écho à la fameuse théorie du choc des civilisations, selon laquelle les hommes seraient répartis entre 7 ou 8 grandes civilisations définies par leur histoire, leurs valeurs et surtout leur religion, l'occidentale, la confucéenne, l'islamique notamment, et que les guerres à l'avenir se feraient au nom de la défense de ces identités. Conceptualisée par l'américain Samuel Huntington dans son ouvrage désormais célèbre The Clash of Civilizations, paru en 1996. Cette théorie a depuis été amplement critiquée. On lui reproche notamment de faire de la religion la seule explication des conflits au détriment de la politique ou de l'économie. Et pourtant, notamment depuis le 11 septembre, l'idée continue d'imprégner les mentalités, des médias aux responsables politiques. Nous essaierons de comprendre pourquoi avec Delphine Alès. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Paris-Est Créteil. Vous étudiez notamment les interactions entre les religions et les relations internationales. À vos côtés, Justin Weiss. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, vous êtes actuellement directeur du Centre d'analyse de prévision de stratégie du ministère des Affaires étrangères, qu'on peut peut-être définir comme le think tank du ministère des Affaires étrangères. C'est cela. Et je précise que vous vous exprimez bien sûr en votre nom aujourd'hui. Vous êtes aussi universitaire, je l'ai dit, historien. Vous êtes spécialiste de la politique étrangère américaine et des mouvements conservateurs. Votre dernier ouvrage, Stratège de l'Empire, Zbigniew Brzezinski et le siècle américain, est paru chez les éditions Odile Jacob en 2015. Et notre troisième invité est au téléphone depuis le Liban, Georges Corme. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste et historien, spécialiste du Moyen-Orient. Votre dernier ouvrage, Pour une lecture profane des conflits, paru chez La Découverte en 2012, un ouvrage justement qui critique la place démesurée donnée aux facteurs religieux pour expliquer les conflits dans le monde. Alors, on l'a vu, le vocabulaire utilisé par l'État islamique est assez édifiant. Alliance des croisés pour parler de la coalition, Royaume de la Croix pour parler de la France, par exemple. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le premier à concevoir et même, disons, à souhaiter une confrontation entre l'islam et l'Occident, c'est tout simplement l'État islamique? Delphine Alès. Oui, on peut dire que l'État islamique souhaite et affiche souhaiter cette confrontation. Maintenant, c'est difficile de considérer que l'État islamique reflète une réalisation du choc des civilisations tel qu'il était conçu par Samuel Huntington. Ce qui caractérise cette théorie du choc des civilisations, c'est plutôt le fait que la théorie ait été contestée et ait été maintes fois démontée. En revanche, le slogan est resté, est devenu un mythe politique très efficace. Et un mythe politique qui est très efficace, bien parce que il a l'avantage d'être un grand récit qui présente en termes simples une réalité complexe et qui donne lieu à des solutions qui paraissent elles aussi simples, aussi bien pour les adeptes de cette idée du choc des civilisations que pour ses détracteurs. Donc,
le choc des civilisations se laisse assez facilement adopter. Il est très plastique. Il permet de projeter des fantasmes et des peurs. Pour nous, il permet de mobiliser en présentant le conflit entre ces grandes aires, ces soi-disant aires civilisationnelles. On aura l'occasion d'en rediscuter comme inéluctable, et ça permet bien sûr de mobiliser des soutiens en faveur de cette approche. Ce qui explique aussi le succès de cette thèse, c'est que la solution présentée, la solution différentialiste, le fait de séparer, de ne pas mélanger ce qu'on présente comme des civilisations différentes, semble être une solution simple et semble être une solution logique, alors que la réalité est au contraire la mixité. Le choc des civilisations, un slogan qui permet la projection de fantasmes. Justin Weiss, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse de Delphine Alès? Oui, alors je dirais d'abord qu'on ne sait pas si c'est un objectif premier ou prioritaire que de précipiter un choc des civilisations, en particulier en Europe. En réalité, quand on regarde de près, aussi bien Al-Qaïda à partir des années 90 que Daesh plus récemment, vise d'abord à faire la guerre contre l'Occident et à obtenir des Occidentaux qu'ils, soit pour les années 90, quittent l'Arabie Saoudite par exemple pour Al-Qaïda, soit pour Daesh, qu'ils arrêtent de les bombarder. L'objectif de susciter une guerre pour aller vite entre chrétiens et musulmans en France ou en Europe n'a jamais été vraiment présenté comme tel. Et donc, en effet, c'est un piège, assurément, mais il n'est pas certain que ce soit un objectif aussi, disons, explicite que cela. Georges Corme, sur cette même question. Écoutez, je crois qu'il faut un tout petit peu de recul historique, c'est-à-dire que dans ces manipulations sur le terrorisme actuel, qui sème une violence peu commune, d'abord dans les pays musulmans eux-mêmes, et puis plus accessoirement dans les pays occidentaux, il faut se rappeler qu'en beaucoup de circonstances, les diplomaties occidentales ont considéré, par exemple, les adeptes d'Al-Qaïda qui se battaient en Afghanistan comme des combattants de la liberté, en faisant fi pourtant d'une idéologie qui était déjà très clairement exprimée dans les textes. Ensuite, vous avez eu ces mêmes combattants, sont partis en Bosnie lors de l'éclatement de la Yougoslavie, puis en Tchétchénie, puis aujourd'hui ils sont en Syrie, où les diplomaties aussi ont beaucoup de mal. Y aurait-il des modérés terroristes et qu'il faut aider, et puis des modérés radicaux qu'il ne faut pas aider. Le cas syrien aujourd'hui est devenu absolument hors norme dans la façon dont les diplomaties occidentales elles-mêmes se tapent la tête un petit peu contre les murs, parce que cette différence, à ne pas vouloir parler avec le régime syrien, on arrive à ce genre d'aberration. Si je vous comprends bien, Georges Corme, la théorie du choc des civilisations ne résiste pas en gros à la complexité des jeux entre les acteurs. Non, en plus, moi je voudrais ajouter pour les auditeurs, qu'en ce qui concerne le monde musulman, elle est totalement absurde. Si nous prenons les pays musulmans, à l'exception, et encore l'Iran aujourd'hui n'est plus du tout l'Iran du temps de Khomeini, elle a fait son accord sur sa capacité atomique, puis vous avez la Syrie, mais sinon tous les autres gouvernements sont des alliés des États-Unis, premièrement. Deuxièmement, toutes les classes supérieures ou les couches supérieures des populations musulmanes n'envoient pas leurs enfants étudier à la Mecque ou Médine ou au Pakistan, ils les envoient étudier aux États-Unis, à Harvard ou bien en Europe. Troisièmement, en ce qui concerne les couches les plus défavorisées des pays musulmans, ils risquent leur vie et la vie de leur famille pour traverser la Méditerranée, aller vivre en Occident. Mais alors de quoi parlons-on quand on évoque un conflit de civilisation? C'est d'une telle absurdité. Seulement je crois que la thèse est venue à point nommé au moment juste après l'effondrement de l'URSS. Les États-Unis ont eu besoin, se sont trouvés sans ennemis brusquement, qui justifie le maintien de leur présence impériale dans le monde. Donc la thèse du choc des civilisations est venue de façon très
très opportune, n'est-ce pas? Disons qu'elle est arrivée peut-être, Georges Corme, dans un moment d'un contexte post-guerre froide où l'on avait besoin de comprendre à l'avenir de quoi seraient faits les conflits dans le cadre de l'effondrement des grandes idéologies. Huntington estimait donc que les conflits se joueraient sur les identités, les valeurs, et notamment forgées par les religions et par les civilisations. Il en définissait 8, l'occidentale, la confucéenne, la japonaise, l'islamique, l'hindouiste, la slave orthodoxe, la latino-américaine et l'africaine. C'est ce qu'on peut résumer comme ça un peu à gros traits, Justin Weiss, la théorie du... Georges Corme. Laissez-moi vous dire que les civilisations ne sont pas des États. Ce sont les États qui se font la guerre. À ma connaissance, si vous regardez toutes les guerres à travers l'histoire de l'humanité, les guerres, elles se font du fait de l'ambition des chefs, du fait de besoins d'expansion parce que démographique ou territorial, le contrôle sur les matières premières, le contrôle sur les espaces géographiques stratégiques. Moi, j'ai jamais vu même lorsque les croisades invoquaient, par exemple, la libération du tombeau du Christ. Mais on va revenir, Georges Corme, sur la critique de cette théorie, mais l'idée c'était peut-être de redonner un petit peu les fondements, Justin Weiss. Il faut se souvenir que Huntington a présenté cette thèse pour la première fois dès 1992 en réponse à la théorie, disons, de la fin de l'histoire et du dernier homme de Francis Fukuyama. C'est-à-dire qu'on était à la recherche de paradigmes, d'explications globalisantes, de grands narratifs pour ce qui allait succéder à la guerre froide. Donc Fukuyama avait proposé cette idée selon laquelle la démocratie libérale était l'horizon indépassable des sociétés. Huntington, dans une conférence en 92, puis dans un article de Foreign Affairs en 93, donc 3 ans avant le livre lui-même, répond non, les conflits dans le monde ont tourné autour, disons, des princes jusqu'au 18e, autour des nations au 19e, autour des idéologies pendant la guerre froide, communisme contre capitalisme, et à présent, elles vont tourner autour des identités. Alors, sur cet aspect-là, évidemment, on pourra en venir à la critique, mais en gros, il y a cette idée un peu absurde de la liste des civilisations, et en effet, comme le disait Georges Corme, ça ne marche tout simplement pas du tout. En revanche, que la manipulation des identités puisse donner à des conflits un tour violent et qu'elle puisse expliquer, une fois qu'elles sont mobilisées, une fois qu'elles sont manipulées, regardez les Balkans dans les années 90 par exemple, la façon dont un Milosevic manipule l'identité serbe pour parvenir au pouvoir et se maintenir ensuite au pouvoir est très nette. Et donc là, il y a quelque chose qui, comme le disait Delphine Nalès tout à l'heure, est repris, ou disons peut faire mouche, peut faire florès, parce que c'est repris par des acteurs qui l'utilisent. Et c'est la seule façon de sauver cette théorie qui, sinon, est globalement très facilement démontable. Vous voulez dire que quelque part, il y a un effet performatif de l'utilisation de cette théorie par certains dirigeants politiques qui le font donc tout à fait à dessein, Delphine Nalès? Oui, et c'est ce qui confère à cette approche son caractère hégémonique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les acteurs s'en saisissent et à partir du moment où on peut plaquer ce grand récit sur des conflits qui effectivement mobilisent des identités, on a tendance à laisser de côté les autres facteurs explicatifs de ces conflits, à laisser de côté la complexité, et ça rend ces conflits très difficiles à résoudre. Une précision, Justin Weiss? C'est tout simplement le fait que ce sont les extrêmes de tous les bords, ce sont les hindouistes du BJP, ce sont les barbus pour aller vite, et ce sont les identitaires en Occident qui aiment bien cette théorie et qui se répondent et qui donc donnent un peu corps à cette théorie qui sinon ne fonctionne pas. Est-ce qu'il n'y a pas une dimension presque anthropologique dans cette théorie de relations internationales qui se base sur les modes de vie, les croyances religieuses, qui définiraient d'abord le système politique? C'est plus de l'anthropologie finalement que des relations internationales. Là, on touche au vrai problème méthodologique en fait de la thèse d'Huntington, qui est qu'il ne donne pas véritablement de définition de ce qu'est une civilisation. Donc, il explique de manière assez vague dans l'article comme dans l'ouvrage que la civilisation est le plus haut niveau de regroupement et d'identité culturelle qui définissent les sociétés humaines, qu'elles se basent sur des éléments dont il donne une liste dans laquelle la religion est le plus important. Or, dans certaines des civilisations que vous avez listées tout à l'heure, ça n'est pas la religion qui est le critère déterminant. Dans d'autres, comme l'islam, ça l'est. Certaines de ces civilisations recoupent les frontières d'un État, comme pour le cas de la civilisation japonaise. Donc, il n'y a pas véritablement de définition de ce que serait une civilisation dans la thèse d'Huntington. Donc, on ne peut pas
vraiment dire que c'est un critère anthropologique à partir du moment où ça n'est pas le même critère qu'il applique à chacune de ces aires. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que cette thèse-là est une forme de réhabilitation de la géopolitique et de ses déterminismes. Huntington arrive aussi à un moment où il y avait une forte critique de la notion de frontière, de la notion de territoire, et où lui cherche à la fois à s'approprier la thèse transnationaliste, c'est-à-dire le fait de dire que les États sont affaiblis par les flux transnationaux, et en même temps à réhabiliter l'idée selon laquelle les civilisations entrent en conflit à leur point de frontière, à leur point de contact, et il réhabilite aussi l'idée d'une forme de déterminisme de l'histoire, c'est-à-dire que inévitablement ces civilisations existent, inévitablement elles entrent en conflit les unes avec les autres quand elles se mélangent. Le déterminisme effectivement est au cœur de cette théorie. Il suppose d'ailleurs que on appartient à un camp non pas par choix mais par naissance. Oui. Justin Weiss. Ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, chez Huntington, il y a au moins un implicite anthropologique. Enfin, il y a un attendu qui est l'identité, malgré tout. Et j'ai eu la chance en 96-97, je passais une année à Harvard, de le rencontrer, de le côtoyer, de discuter avec lui. Et à cette époque-là, c'était à la fois le moment où paraissait le livre, 1996, et en même temps, il était profondément immergé dans l'écriture d'un autre livre qui, sans grande surprise, est le livre sur l'identité américaine, Who Are We, et notamment sur le questionnement sur la compatibilité entre la culture latino, puisque c'était le moment de grand influx de réfugiés latinos depuis, enfin pas de réfugiés, non, d'immigrants hispaniques depuis les années 60, depuis 1965 exactement. Et donc, ça pointait bien vers le questionnement sur l'identité et sur le postulat d'Huntington, c'est-à-dire que le socle des identités, c'est bien la religion, et ensuite ça produit des effets politiques. Chacun est un peu enfermé dans cette identité, alors qu'on sait bien, et là des multiples travaux l'ont montré, que l'identité, elle est forcément diverse, multiple et autre. Et donc, il y a tout de même bien ce postulat-là chez Huntington. Et ce qui manque vraiment dans la thèse d'Huntington de ce point de vue-là, c'est le fait que les identités sont changeantes. Lui construit sa thèse comme si les entités s'étaient constituées en silos, avec une vision de l'histoire qui est presque unidimensionnelle, c'est-à-dire que l'Occident a eu un effet sur les autres civilisations, mais la réciproque n'est pas prise en considération, alors qu'on sait depuis les travaux sur l'histoire globale ou connectée qu'il y a eu des échanges multiples entre l'Occident et le reste du monde. Dans l'approche d'Huntington, dans ce deuxième ouvrage que mentionnait Justin Weiss, Who Are We, il y a presque un contre-argument à sa thèse initiale, qui est de dire que ce qui est le plus important dans la définition des civilisations est l'élément religieux, puisque l'Amérique latine est chrétienne. Et lui est obligé d'amener à ce moment-là un autre élément en disant oui, ils sont chrétiens, mais avec des apports de civilisation précolombienne, et c'est ce qui les rend différents de nous. Donc ça montre bien, dans cet ouvrage-là même, que l'identité procède aussi d'une stratégie de définition, d'autodéfinition, et qu'on se pense en tant que nous par rapport à un autre, et que donc ces identités ne sont pas figées comme il le laissait penser dans le premier ouvrage. Alors Samuel Huntington n'a pas vraiment été le premier à parler de choc de civilisation. Il y a eu l'historien Bernard Lewis avant lui, mais aussi Albert Camus, c'était en 1946. Nous nous fixons par exemple sur le problème franco-allemand comme nous nous fixons sur le problème franco-algérien, alors que le problème, tout le monde sait, est le problème russo-américain. Mais le problème russo-américain, et là nous revenons à l'Algérie, va être dépassé lui-même avant très peu. Ça ne sera plus un choc d'empire, nous assisterons à un choc de civilisation, et nous voyons dans le monde entier les civilisations colonisées surgir peu à peu et se dresser contre les civilisations colonisatrices. Peut-être que la France, avec son génie particulier, auquel je crois pour ma part, aurait avantage à placer le problème dans cette perspective et être la première nation blanche qui pose le problème réellement sur le plan où il doit être posé, c'est-à-dire en essayant de devancer l'histoire plutôt que d'être continuellement à sa remorque. Justin Weiss, vous connaissiez cette archive donc de 1946, archive de la Tribune de Paris et le RTF, Albert Camus, qui décrit un monde finalement où le conflit on va passer des conflits entre empires à des conflits entre civilisations. Ce n'est pas très éloigné de la thèse d'Huntington. Non, bien sûr, mais bon, en tant qu'historien, j'insisterai sur l'énorme différence de contexte et en particulier sur la question majeure à cette époque-là de la décolonisation et de ce qu'elle fait apparaître, ou disons le ressac de la colonisation.
laisse en effet apparaître des affirmations très très diverses. D'ailleurs, dans les mouvements de décolonisation, il y avait beaucoup de choses. Il y avait du communisme, il y avait de l'identité du nationalisme, il y avait de l'islamisme par exemple, il y avait des tas et d'ailleurs des luttes entre ces mouvements à l'intérieur des colonisés. Donc je pense que là, pour le coup, la comparaison est un petit peu lointaine. Une question de Xavier Martinet. Précisément, je voudrais poser une question à l'historien que vous êtes. Est-ce que justement, on n'a pas de manière peut-être un peu paradoxale aujourd'hui une illustration, disons, de cette intégration du choc des civilisations, mais par un acteur qui n'était pas forcément attendu et qui est, vous avez évoqué la Bosnie, la guerre de Bosnie la dernière fois, et qui est aujourd'hui la Russie avec son projet Novorossia, justement, qui joue beaucoup sur l'identité orthodoxe, identité panslave, exactement un peu de la manière dont l'écrit Samuel Huntington. Mais là, il s'agit vraiment d'un projet étatique. Bien sûr, mais je suis tout à fait d'accord. La question est bonne parce qu'elle pointe précisément vers ce qu'on décrivait tout à l'heure comme l'instrumentalisation de cette thèse à des fins de pouvoir. C'est bien pour maintenir pour consolider son pouvoir que le Kremlin agite cette question de l'identité russe, de la protection face aux hordes islamistes du Sud et annonce que le Kremlin protégera les Russes où qu'ils se trouvent dans la région établie. Et c'est pas très étonnant de voir que à ce discours en répondent d'autres. Je pense en particulier à Donald Trump. Donald Trump aussi, et sans y faire référence de façon explicite, à la fois par le rejet de l'immigration et par exemple sa déclaration qu'il ne laissera plus de musulmans entrer aux États-Unis, participe de cette même idéologie, disons, et ça n'est pas un hasard si, on l'a souligné beaucoup au cours des 2 dernières semaines, il est relativement proche de Poutine, en tout cas sur un plan général et politique. Alors, dernière question, est-ce qu'il faut concevoir dans ce cas cette idée du choc des civilisations comme une stratégie de repli finalement, plutôt qu'une stratégie d'expansion ? Oui, de repli. C'est une instrumentalisation, donc elle peut elle peut être pointée. C'est une arme qui peut être pointée dans diverses directions, disons de consolidation de pouvoir intérieur, d'épuration éventuellement. Et là, je rejoins tout à fait ce qu'on disait tout à l'heure, ce que disait Delphine Alès, et j'imagine que Georges Corme sera d'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution dans le séparatisme. C'est une illusion. L'idée qu'on créerait des cantons, je ne sais pas, sunnites par exemple, chiites, kurdes et autres, et qu'on aurait une fragmentation qui serait en réalité une fragmentation à l'infini, ne fournit pas, les partitions ne fournissent pas une réponse politique durable à ça. Mais pour revenir à votre question, oui, cette arme peut être pointée dans beaucoup de directions différentes. Justement, Georges Corme, qu'on n'a pas entendu depuis un petit moment. Oui, non, écoutez, effectivement, je crois que l'idéologie sert à plusieurs fonctions. Je partage tout à fait l'avis qu'il est complètement absurde de concevoir un redécoupage, une nouvelle balkanisation du Levant arabe, n'est-ce pas, suivant les catégories ethniques et religieuses. Mais je pense que là aussi, c'est-à-dire quand nous discutons de cette thèse, rappelons qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'États musulmans qui sont en guerre contre un État occidental. Nous avons affaire à des groupes terroristes qui profitent de cette idéologie. Et je pense qu'un des grands problèmes dans lesquels nous débattons et dans lesquels on a multiplié le terrorisme de façon exponentielle, c'est le fait qu'on a déployé des armées en Afghanistan et en Irak. Et puis ensuite, l'intervention en Libye qui a complètement mis le chaos en Libye et permis aussi à Daesh et d'autres organisations de prospérer. Pareil pour la Syrie. Il n'y a pas de guerre entre des États musulmans et des États occidentaux. Même si vous allez sur le droit islamique le plus classique, sur la charia islamique la plus classique, Monsieur X, Monsieur Y, Monsieur Z ne peut pas venir se déclarer « moi je suis en guerre contre l'Occident ». Il faut une autorité constituée. Et qui plus est, la charia islamique elle-même, elle ne justifie pas des guerres sans aucune raison. Au contraire, quand on regarde le
le droit de la guerre, dans le droit musulman classique, il est très codifié. Il faut qu'il y ait une attaque sur la communauté des croyants. Donc je crois qu'on fait des confusions énormes. Et le fait qu'on maintient dans notre terminologie, éventuellement médiatique, le fait de parler d'État islamique à propos de Daesh, au lieu de dire l'organisation terroriste Daesh, fait qu'évidemment vous allez avoir à ce moment-là beaucoup de personnes qui vont se sentir attirées par l'idée d'un nouvel État islamique. Et je pense là aussi que, si vous voulez, je crois que les discussions sont bonnes actuellement. Est-ce qu'il faut montrer toutes ces scènes de violence? Est-ce qu'il faut faire une telle publicité au terrorisme? Moi, je me souviens de Ben Laden. Le président George Bush, il n'y avait pas un de ses discours où il ne dénonçait pas Ben Laden, mais du coup il l'intronisait comme un espèce de Zorro du monde musulman. Alors sur la question de la parole politique, justement, Georges Corme, c'est ce que vous dénoncez, on le retrouve aussi dans la bouche de certains dirigeants français. Manuel Valls, en 2015, avait dit « Nous ne pouvons pas perdre cette guerre parce que c'est au fond une guerre de civilisation. » Donc deux présupposés, un, nous sommes en guerre, et deux, c'est une guerre au nom de la défense de nos valeurs. C'est comme ça qu'il l'avait précisé ensuite. Mais alors, vous savez, d'utiliser le terme guerre pour des groupes terroristes est une erreur massive. Elle est produite de façon, je dirais, presque pavlovienne, par la façon dont s'est imposée la thèse huntingtonienne. Et la thèse huntingtonienne, je voudrais rappeler aussi qu'on la retrouve bien avant dans la théorie de la supériorité des Aryens sur les Sémites, qu'un esprit aussi éminent que Renan avait contribué à répandre dans tous ses esprits. Déjà Renan au XIXe siècle, à une époque où le monde arabe était quasiment totalement colonisé, disait l'ennemi c'est l'islamisme, et tant que nous ne l'aurons pas détruit, nous n'aurons pas la paix. Justement sur cette question, Delphine Alès, est-ce que la théorie, c'est ce qu'on lui a beaucoup reproché aussi, est-ce que la théorie du choc des civilisations porte en elle le germe un peu du racisme, tout simplement, ou de la justification à des dominations raciales? Oui, à partir du moment où elle porte en elle une dimension d'assignation identitaire des individus et où on considère que ils seront déterminés par cette identité qui leur est assignée, bien sûr qu'il y a une dimension raciste dans cette approche. Je voudrais revenir, ceci dit, sur les usages politiques du terme de choc des civilisations pour bien souligner, justement, vous citiez la phrase de Manuel Valls en 2015, ça montre bien la plasticité du concept, et en même temps, cette phrase, elle se situe sur un autre tableau que le choc des civilisations tel qu'il est évoqué par Huntington, parce que Manuel Valls parle de guerre au nom de la civilisation contre la barbarie. Je crois que c'est la citation exacte ou telle qu'il l'a précisé par la suite. Ça signifie que lui n'envisage pas, comme le fait Huntington, une cohabitation de civilisations différentes. Il est plutôt dans une perspective qui serait celle de Norbert Elias, qui est de définir la civilisation des mœurs, une civilisation universelle quelque part. Voilà, il est plutôt dans une perspective universaliste que Huntington, qui est encore une fois dans une prescription différentialiste qui serait de séparer des entités relevant de civilisations différentes et finalement de les laisser vivre en silo pour éviter qu'elles ne se croisent. Alors s'il y a un homme politique à qui on a beaucoup reproché d'avoir utilisé cette vision du monde, c'est George Bush, notamment après le 11 septembre, mais peut-être corriger un contresens qu'on fait souvent, Justin Weiss, la théorie du choc des civilisations n'a pas été à l'origine de la justification de la guerre en Irak, puisque selon cette théorie, la démocratie n'est pas forcément une valeur de toutes les civilisations. Ce n'est pas la peine d'aller engager des troupes pour installer la démocratie dans des pays dont ce ne serait pas les valeurs fondamentales. Oui, alors là, la mémoire historique est injuste. C'est-à-dire que on peut reprocher beaucoup de choses à Bush, et Dieu sait s'il y a des choses à lui reprocher, et avant tout la guerre en Irak, ça c'est évident, c'est une erreur majeure, mais elle ne s'est pas du tout faite au nom de la guerre des civilisations. D'ailleurs, 3 jours après le 11 septembre, c'était un jeudi, le président Bush s'est rendu au centre musulman de Washington, qui est sur Massachusetts Avenue, pas très loin de la Maison Blanche, pour bien marquer que ça n'était pas une question d'islam. Et alors là,
viendrait vers des terrains assez connus. Parmi ses inspirations, le néoconservatisme qu'on charge souvent de cette théorie du choc des civilisations est exactement à l'antithèse de cette théorie. Et là, je trouve qu'il y a beaucoup de paresse dans les commentaires, y compris ceux de certains universitaires. Huntington, c'est l'anti-néoconservateur. Pourquoi l'anti-néoconservateur? Parce que les néoconservateurs sont universalistes. Ils estiment que la démocratie, c'est pour tout le monde. Alors que les conservateurs traditionnels, Huntington, mais Trump aussi, considèrent qu'au contraire, voilà, ces gens sont différents. Et en tout cas, jusqu'au printemps arabe de 2011, que la démocratie n'était pas faite pour les Arabes, pour le dire rapidement. Si vous regardez d'ailleurs, à présent, tous ceux qui se sont, dans le camp républicain, élevés contre Trump et disons, ce qu'il a dit sur le fait d'exclure les musulmans, le fait de construire un mur contre le Mexique, ce sont les néoconservateurs. C'est des gens comme Bob Kagan, comme Max Boot et d'autres qui tiennent Trump vraiment pour bien pire que Hillary Clinton, puisque précisément il lui est tenant, sans l'avoir dit explicitement, du choc des civilisations. Et donc, pour en revenir à Bush et à votre question initiale, il a fait beaucoup d'erreurs politiques, mais ça n'était pas au nom du choc des civilisations. Georges Corme, sur ce que vient d'expliquer Justin Weiss. Oui, alors si je peux me permettre, malgré tout, sur l'Irak, il y avait deux grandes accusations. Une, c'était celle des armes de destruction massive, mais l'autre, qui a joué beaucoup sur les imaginaires, style choc des civilisations, c'était de dire que le régime irakien entretenait des liens avec Al-Qaïda, ce qui évidemment était complètement faux, puisque Al-Qaïda elle-même considérait le régime irakien comme un régime impie à abattre. Et à mon avis, cela a beaucoup joué. Et puis le fait que cette guerre s'est développée après septembre 2001, on l'a quand même considéré, on associe les deux guerres, l'invasion de l'Afghanistan, puis l'invasion de l'Irak. Et ce que comptait faire George Bush, c'était remodeler le Moyen-Orient. On oublie. Alors le remodeler dans le sens de la démocratie, peut-être. Enfin, quand on voit les comportements sur le terrain, quand on voit les échecs déjà afghans, mais rien qu'envahir l'Afghanistan, qui est ce pays énorme, montagneux, dans lequel même l'Empire britannique n'avait pas pu maintenir sa domination coloniale, il y a quelque chose de déréglé là-dedans. Et le fait que, moi j'ajouterais plus, si aujourd'hui on a des opinions publiques dans les pays démocratiques qui ne demandent pas des comptes à leur chef d'État, quand Bush et Blair ont menti tous les deux sur ces rapports de services secrets qui parlaient d'armes atomiques, et quand on voit tout ce que cette guerre a pu coûter, le grand économiste américain, prix Nobel d'économie, Joseph Stiglitz a estimé le coût de ces guerres à 6 000 milliards de dollars. Alors moi, souvent, face à cela, je dis, mais enfin, si on avait consacré 10% de ces sommes à faire de la lutte antiterroriste classique, les choses auraient sûrement changé, on en aurait terminé avec le terrorisme. Et cette idée de déploiement des armées, qui même si ça n'était pas l'intention originale de Huntington, j'ai apprécié la distinction entre conservateurs américains et néoconservateurs, Huntington étant un conservateur classique, mais si vous voulez, les néoconservateurs qui ont mené ces guerres à l'extérieur ont profité de toutes les ambiguïtés de cette thèse du conflit des civilisations. Georges, comme vous nous rappelez à quel point effectivement Daesh aujourd'hui se nourrit des conséquences des interventions américaines, notamment en Irak. Est-ce qu'on peut dire aussi que Daesh, quelque part, occupe une place vide en termes idéologiques, on va dire, une place laissée vide par d'autres idéologies qui ont périclité, comme le panarabisme, le nationalisme arabe, même le socialisme? Oui, mais alors c'est pareil ici, là aussi, si vous voulez, en historien des idées du monde arabe, que j'ai fait dans un ouvrage qui est paru juste après l'approche profane des conflits, qui est pensée et politique dans le monde arabe, je montre bien comment les deux grands alliés américains des États-Unis dans le monde musulman, qui ont été
qui sont le Pakistan et l'Arabie saoudite, ont eux-mêmes des idéologies de radicalisme islamique qui ont alimenté ce fond terroriste qui a commencé par se concrétiser quand on a envoyé des milliers de jeunes arabes ou d'autres nationalités musulmanes se battre en Afghanistan. Je crois que la source de nos malheurs, elle se trouve dans cette première guerre d'Afghanistan. Parce que ensuite, Al-Qaïda, s'est retourné contre ses maîtres américains et même éventuellement saoudiens après les attentats en Afrique contre les ambassades américaines. Mais c'est fini. Qui sème le vent récolte la tempête. Et aujourd'hui, je suis étonné aussi du fait que on discute d'islam. Mais si vous voulez, après septembre 2011, on a eu comme si à vos Corans, messieurs, pour comprendre ce qui s'est passé. Mais c'était aberrant, excusez-moi. Je ne sais pas, quand on a... Alors, il nous reste très peu de temps, Georges Corme, on va essayer d'arriver à la fin de la discussion. Que faire face à la manipulation des identités? C'est une question qui se pose aujourd'hui. Angela Merkel a déclaré il y a quelques jours qu'elle continuerait la politique d'accueil des réfugiés en Allemagne. Est-ce que ça, c'est la meilleure réponse finalement à la stratégie de division Delphine Alès? Oui, moi oui, non, mais je crois que on va laisser répondre Delphine Alès, s'il vous plaît. D'accord. Simplement pour dire, avant peut-être de relaisser la parole, que moi je plaide effectivement pour la complexité dans l'analyse, pour l'ouverture, en effet, et je pense que continuer cette stratégie d'accueil des réfugiés est une bonne chose, parce que ça envoie le message suivant lequel nous ne sommes pas d'un côté en train de faire la guerre à ces pays et de l'autre en train de refermer la porte aux populations qui veulent s'en échapper. Au-delà de ça, je pense que la meilleure manière de lutter contre les discours simplificateurs tels que celui du choc des civilisations, c'est effectivement de plaider pour la complexité, y compris dans les discours des acteurs les mieux intentionnés. On parlait tout à l'heure des dimensions performatives du discours sur le choc des civilisations. Il y a un véritable problème qui est aussi que les acteurs qui prétendent se positionner contre ce choc des civilisations, c'était le cas, je pense, au discours qui a été largement salué du président Obama au Caire en 2009, où il s'adressait au monde musulman dans son entier. Eh bien, ce discours contribue à entériner l'idée selon laquelle il y a un monde musulman dans sa globalité qui peut être abordé en tant que tel. Justin Weiss, rapidement sur la question la réponse à apporter à la théorie du choc des civilisations. Alors, je suis d'accord. 3 points très rapides. La première, c'est que on n'a pas assisté à une vague d'islamophobie et d'actes violents, disons aussi grande qu'on pouvait le craindre. Cette vague a eu lieu après les attentats de Charlie Hebdo, très largement, c'est-à-dire au cours de l'année 2015, où les incidents ont été multipliés par 10. Depuis Nice et depuis Saint-Étienne-du-Rouvray, pour l'instant, et je dirais Dieu merci en quelque sorte. On le voit aussi grâce aux appels des différents responsables ça, religieux, c'est la deuxième, politiques. je pense que c'est la deuxième bonne. Alors et bien sûr, il faut prier entre guillemets ou disons espérer pour les laïcs que ça continue. La deuxième chose, c'est de saluer le rôle de l'Église catholique qui depuis très longtemps fait ce travail de dialogue interreligieux, notamment au sein de la Conférence des évêques de France et qui a vraiment montré l'exemple. Et la troisième chose, c'est tout de même que la situation n'est pas bonne. Il y aura d'autres attentats, mais on peut aussi remarquer que le travail des services de renseignement n'est pas complètement vain. Si vous regardez la qualité technique des attentats, elle ne cesse de se dégrader. Maintenant, c'est des fous qui arrivent dans une église et qui tuent quelqu'un à un coup de couteau. Je ne dis pas que la situation est bonne, mais il faut aussi voir les choses sur le plus long terme. Eh bien, merci à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Delphine Alès, professeur de sciences politiques à l'université Paris-Est Créteil, Justin Weiss, historien, directeur du Centre d'analyse de prévision des stratégies du ministère des Affaires étrangères. Je rappelle que vous parliez aujourd'hui avec nous en votre nom propre. Et Georges Corme, économiste et historien spécialiste du Moyen-Orient. Les références vers vos ouvrages sur la page de notre site internet franceculture.fr. On se retrouve dans un instant pour la deuxième partie d'Une semaine dans le monde. Nous parlerons de politique brésilienne.